Parcourir le Portugal du nord au sud permet d'apprécier l'étonnante diversité de traditions, de climats, d'habitats ou encore de végétation qui couvre le pays. Le secret du Porto n'en est pas un. Il le rapproche de ses cousins de Madère ou du Jerez andalou. Le vignoble de Porto fait l'objet d'une grande attention depuis des siècles. Si l'on ne transporte plus les tonneaux de Porto par bateau comme jadis, on continue à s'émerveiller du spectacle offert par le Douro et les vignobles qui s'y reflètent. Porto, c'est le vin, mais c'est aussi au plan étymologique le port. C'est ici, sur les quais de Gaia, qu'étaient débarquées les barriques de Porto pour y vieillir en chai. Rien de tel avant d'aborder la visite de cette ville particulièrement escarpée que de commencer par une cave de Porto. Elle permet de se donner un coup de fouet et de découvrir cet étonnant quartier où s'entassent pas moins de 50 maisons de Porto. L'odeur du vin vieillissant à température ambiante vous accompagne délicatement jusqu'à la dégustation finale. C'est en s'approchant des quais de Gaia qu'on obtient la meilleure vue sur la ville. Le panorama est époustouflant et constitue un véritable menu des merveilles à venir. La rue des Fleurs est une des plus animées de la ville et compte de nombreuses façades classées et des échoppes de caractère. Porto a gardé une vraie mixité de population. Les visages paisibles des retraités portuans qu'on croise à chaque coin de rue nous indiquent que les enfants d'hier n'ont pas été chassés par la flambée de l'immobilier et la standardisation des modes de vie. C'est à Guimarães que furent écrites les premières pages de l'histoire du Portugal moderne. L'inscription qui orne un des murs du centre-ville est d'ailleurs sans équivoque. Ici est né le Portugal. Guimarães est aussi une des plus belles villes du pays, avec un cœur médiéval splendide. Les maisons à pans de bois et granit de la rue Santa Maria sont, à l'instar de tout le centre-ville, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si Guimarães fut le centre politique du Portugal, sa voisine, Braga, en fut le centre religieux, et même celui de toute la péninsule ibérique, à tel point qu'on la surnommait la Rome portugaise. Non content de disposer d'un tel patrimoine religieux, l'archevêque de Braga a ordonné la construction, au XVIIIe siècle, d'un centre religieux baptisé Sanctuaire de Bom Jesus. Il s'agit d'un double escalier monumental qui conduit à une église au terme d'un parcours que les pèlerins sont encouragés à faire à genoux. Aveiro est connu pour ses 3 canaux qui font d'elle une petite Venise que l'on découvre à bord de molicheiros, ces bateaux qui rappellent un peu les gondoles de la Sérénissime. À bord d'une de ces embarcations bigarrées, on en apprend davantage sur la capitale du sel au Portugal. À l'instar de Porto, Coimbra est connue par son université médiévale, égale d'Oxford ou encore d'Heidelberg. Elle abrite une des plus belles bibliothèques au monde. Tout concourt au charme mystérieux de Coimbra. À commencer par ses obscures traditions estudiantines,
comme le port de grandes capes noires qui donnent aux étudiants des allures de chauve-souris. C'est ici qu'ont été formées pendant des siècles les élites qui tenaient les rênes du Portugal et de son empire. Coimbra séduit aussi par ses ruelles escarpées couvertes d'arches gothiques, ses placettes où l'on se repose à mi-pente ou encore ses 2 cathédrales. Le sanctuaire de Fatima fut créé dans cette ville qui portait le nom d'une princesse arabe après que 3 enfants eurent déclaré avoir vu la Vierge du Rosaire apparaître et s'adresser à eux à 3 reprises en 1917. Quelles que soient les convictions de ceux qui se rendent à Fatima, ils ne peuvent qu'être impressionnés par la foule qui s'y presse chaque jour pour y assister à des dizaines de messes multilingues. Avec ceux de Tomar, d'Alcobaça et de Belém, le monastère de Batalha fait partie des plus belles réalisations architecturales portugaises. Sa construction, qui dura près de 2 siècles, fut ordonnée pour célébrer une victoire portugaise contre les Castillans. La symétrie du complexe religieux, la profusion de l'ornementation et ses superbes chapelles inachevées, d'une poésie inouïe, rendent cette visite inoubliable. C'est à Nazaré, sur la côte, que l'on vient s'oxygéner avant de prendre la route de Lisbonne. Cette station balnéaire était à l'origine un port sardinier, connu pour ses célèbres barques colorées, les Netinhas, à l'étrave haute et tranchante. En arrière-plan de la grève, le vieux quartier des pêcheurs offre aujourd'hui le cachet d'une station balnéaire animée qui n'a pas perdu son lien avec la mer. De nombreux restaurants de poissons et fruits de mer traditionnels et abordables alignent leurs terrasses au fil des ruelles. Un funiculaire permet de monter au vertigineux belvédère du quartier de Sitio, d'où la vue sur la plage est superbe. Gracieuse, élégante, changeant subtilement de parure au fil des quartiers, Lisbonne est une belle élégante au charme intemporel. Nous sommes arrivés dans le quartier de Moraria, le vieux quartier des morts qui est écrit là, Moraria, et en fait c'est le berceau du fado, notre chanson nationale. Le quartier de Baixa, la ville basse, est aujourd'hui le cœur de Lisbonne. Baixa est une série d'avenues élégantes et à taille humaine, entrecoupées de petites rues qui forment un quadrillage impeccable. Elles sont bordées de beaux immeubles à arcades. Pour découvrir le cœur de Lisbonne, on peut emprunter le fameux tramway 28. Il permet de traverser ses plus beaux quartiers historiques.
fermement agrippés aux boiseries du vieil électrico jaune et blanc, on commence ensuite l'ascension vers l'Alfama, l'un des quartiers les plus attachants de Lisbonne. On s'y perd dans un dédale de ruelles irrégulières, de petits passages menant à des places étagées, à des églises construites à flanc de colline. La ville est un point de départ idéal pour se pencher sur le passé colonial du Portugal. C'est en effet du quartier de Belém, à un quart d'heure du centre, que sont partis les grands navigateurs qui ont longé les côtes de l'Afrique et ouvert la route des Indes. C'est de là que le Portugal tirera les richesses inouïes qui lui permirent de se couvrir d'un manteau de châteaux et de monastères fastueux. Celui des Hiéronymites à Belém est un des plus beaux du pays. La perle de l'Alentejo est la magnifique ville fortifiée d'Evora, qui témoigne mieux que tout autre de la rencontre des civilisations méditerranéennes, romaines et arabes, et de la chrétienté occidentale. L'Algarve est sans doute la région la plus connue du Portugal, en raison du tourisme balnéaire dominé par les Britanniques qui s'y est développé à partir des années 60. Elle possède une histoire ancienne qui remonte aux Phéniciens et aux Carthaginois. Ce sont pourtant les Arabes qui lui ont donné son nom actuel. L'Algarve était en effet l'Andalousie de l'Ouest. Albufeira, bordée par une zone hôtelière importante, a gardé un joli centre-ville. Notre coup de cœur algarvien sera cependant Lagos, un port important d'où s'élève un adorable lacis de ruelles qui permettent d'échapper assez vite à l'affluence des quais. Au-delà de son port, de ses églises baroques et ses petites places ombragées, Lagos attire par un des sites les plus emblématiques de l'Algarve, le Ponte da Pedra. Il s'agit d'une pointe rocheuse dont les falaises de calcaire sont percées de grottes qu'on peut visiter en bateau. Le pont de pierre est un site caractéristique de la côte sud du pays, émaillé de criques où l'on se baigne dans une mer chaude et généralement calme, abritée par des falaises qui nous font croire que nous sommes en Méditerranée. Les criques de sable blanc, les petits ports de pêche et les falaises jaunes s'égrènent au fil des kilomètres jusqu'à ce que la proue de l'Algarve s'élève fièrement face au vaste océan, au célèbre Cap Saint-Vincent. Madère est une île qui mélange un morceau de Portugal et de son ancien empire. Jouissant d'un climat subtropical, elle fait face aux côtes marocaines. Sur la côte, les amoureux des falaises surplombant l'océan seront comblés. La pointe Saint-Laurent, à l'extrême est de l'île, promet des paysages et des balades spectaculaires. La route serpente jusqu'au village de Porto Moniz, connu pour ses piscines naturelles d'eau de mer creusées dans la roche volcanique.
Funchal est dominé par une colline montée, à laquelle on peut accéder en téléphérique. C'est le point de départ de nombreuses balades et visites, notamment de jardins exotiques. Mais curieusement, si on se rend à monter, c'est pour la descente, en luge d'osier, une tradition lancée par un résident anglais qui cherchait un moyen rapide pour se rendre au bureau. À l'image de Madère tout entière, Funchal semble écartelé entre sa vocation touristique et sa volonté de garder son âme. Le marché des ouvriers permet de la saisir et de découvrir l'impressionnante variété de fruits et légumes exotiques cultivés dans l'île. On y trouve aussi le fameux espada ou sabre noir, le poisson emblématique de Madère. Le vieux Funchal, à l'est du téléphérique, traversé par la rue Santa Maria, regorge de petits restaurants et bars à la fois traditionnels et sophistiqués. Les portes des maisons servent de toile aux artistes et l'ambiance un peu bohème de ces ruelles contraste avec le littoral ouest de la ville, saturé d'hôtels. À Funchal, pas question de ne pas rendre hommage au grand rival du Porto, le vin de Madère, lui aussi né par hasard lorsque les Britanniques y ajoutèrent de l'alcool de canne à sucre local pour sa conservation.